Tu nous chantes une petite chanson? Plutôt une poésie, non? Oh, si, je vais te faire un Wu-Tang, je suis à fond dans le Wu-Tang en ce moment. Vas-y. Here I go, deep dive flow, Jack Cousteau could never get this flow, I'm sure bold and shit, vroom. Wow. Sacrément badass, Cindy. Bonjour à toutes et à tous, c'est Charles Brumeau, diététicien, et je reprends le micro pour un Dans la poire spécial fête de fin d'année, cette année 2021, année internationale des fruits et légumes selon l'ONU. Une année qui aura vu un troisième confinement, qui aura vu la naissance d'une belle expression, celle des commerces essentiels et non essentiels, qui aura vu des couvre-feux à horaires variables, des cercles de déplacement au-delà de 10 km du domicile. Oui, vous savez, on devait prendre un petit compas et tracer le cercle pour savoir où on avait le droit d'aller, qui aura vu la mise en place d'un pass sanitaire qui ne devait pas concerner les actes de la vie du quotidien et qui a été pourtant exigé samedi 11 décembre dernier lors d'une banque alimentaire à la faculté d'Orléans. Une année qui aura vu la fin du principe de la sécurité sociale avec le déremboursement des tests antigéniques en fonction de votre état de santé supposé. Une année qui aura vu le cluster du second tour des régionales, pour ensuite dire que ce sont les jeunes qui ont bien déconné cet été parce que les jeunes ils dansent et tout et ils se transmettent tout. Une année qui aura vu l'interdiction de se trémousser dans un bar où il y a 10 personnes, mais où il y a une autorisation continue des meetings politiques à 5000 personnes, et qui aura vu, je vais y arriver, restons sur une note d'espoir, la victoire de l'équipe de France de rugby masculine contre les All Blacks 40-25 au Stade de France. Voilà, je précise que mon intervenante n'est pas forcément d'accord avec ce que je viens de dire, cela n'engage que moi, bien évidemment. Avant de commencer, petite précision, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un avis sincère sur Apple Podcast pour participer à la vie de cette aventure nutritive. Sachez que vous pouvez mettre aussi 5 étoiles sur Spotify depuis le 16 décembre dernier, à condition d'avoir écouté plusieurs minutes de cet épisode pour que cette fonctionnalité se déverrouille pour vous. Et soyez créatifs, créatives, car dans le prochain épisode, je ferai une petite dédicace aux 3 commentaires qui m'auront tapé dans l'œil. Alors oui, comme chaque année, ne manquons pas à la tradition, un épisode spécial fête de Noël, spécial fête de fin d'année pour être super inclusif et bien pensant, parce que c'est toujours un sujet particulier pour nos papis, ce moment-là, entre les sujets à la télé, les articles sur les sites internet, ce qui est dit sur les réseaux sociaux, alors mes patients et patientes qui cherchent à bien traverser ce marathon des fêtes. Donc comme les repas risquent d'être un petit peu chargés, j'ai pensé qu'on serait pas trop de deux pour parler de ce thème, de ces recommandations pour bien passer les fêtes, pas prendre 1 gramme, histoire de bien se rajouter de la charge mentale, faire les bonnes associations, limiter les dégâts et repartir sur de bonnes bases avec une bonne détox. Et pour parler de tous ces sujets, j'invite Cindy Rojo sur le podcast. Hello Cindy. Salut tout le monde, salut Charles. Salut Cindy. Alors Cindy, tu es diététicienne spécialisée d'abord en nutrition du sportif et maintenant en troubles du comportement alimentaire. Et pour la petite histoire, pour être totalement transparent, sachez que Cindy, c'est son vrai prénom et celui qui dit quelque chose, je le démonte. Sachez que Cindy, surnommée aussi la Anna Wintour de la nutrition en raison de sa frange légendaire, fut ma prof de nutrition du sportif pendant 2 ans à l'EDNH Paris, l'école de diététique et nutrition humaine, là où j'ai passé mon BTS et mon bachelor. Alors Cindy, comme tu connais bien entendu toutes les subtilités de ce podcast Dans la poire, on commence bien sûr par la question rituelle. Cindy, quelle mangeuse es-tu ? Oh, je suis une mangeuse... Ah, c'est une bonne question. J'ai plein de mots qui me viennent. Libre, heureuse, gourmande. Je suis une mangeuse. Ouais. Tout. Ouais, on dit souvent... Il y a une expression que j'entends souvent en consulte, c'est je suis un bon vivant, je suis une bonne vivante. Moi, je suis une mangeuse qui a envie. Envie en un mot, envie en 2 mots. Comme tu veux. Ah, pleine de vitalité. On peut dire ça aussi. Ouais, complètement. Alors, je vais te lire quelques petites phrases et tu vas me dire... de quelle année il date à peu près 5 ans près. Les fêtes approchent à grands pas et nous savons qu'en général, durant cette période, nous mangeons plus qu'habituellement. Chocolat, pâtes de fruits, bûches et outre dessert. Voici quelques conseils nutritionnels pour limiter les apports caloriques sur ce mois de décembre. Privilégiez les desserts naturels, tels que les fruits frais de saison, les laitages nature, les potages de légumes de saison, en limitant les matières grasses ajoutées. Privilégiez la cuisine maison, non industrielle. Limitez les grignotages de friandises tels que les chocolats, pâtes de fruits, bonbons. Limitez la fréquence de consommation de plats en sauce. Si vous souhaitez également faire attention, pendant les repas festifs, il faut privilégier des entrées à base de fruits de mer, crustacés, blablabla, plutôt que des entrées à base de viande feuilletée ou foie gras. Privilégiez des accompagnements à base de légumes plutôt que des féculents.
Ah, joli. Les sauces maison plutôt qu'industrielles. Et limiter les quantités de sauces, de boissons alcoolisées, de chocolat. Limiter des quantités dans l'assiette. Alors, Cindy, ça date de quand, ces conseils? Allez, du 2012? Du 2012. Oh, t'es super gentil. 2021. Non. Si, non, si. tu blagues, mais non, on n'y est plus là. Voilà, là. Et ça vient de l'équipe diététique d'un endroit que nous ne citerons pas et qui nous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Ah, visiblement, oui. Light les fêtes. Hein. Ça va être fun. Bon, ceci dit, moi, je suis OK pour les fruits de mer. J'ai une super recette de Saint-Jacques à la sauce whisky. Je suis pas sûre que ça rentre dans les conseils, mais... La première partie, oui. Saint-Jacques, oui. C'était une personne sur Instagram qui m'avait envoyé ça suite à mon service après-vente sur bien se préparer aux fêtes de Noël et qui m'avait dit mais regarde ce que je viens de trouver et tout là, on trouve ça encore en 2021 sur limiter l'addition calorique, sur également des accompagnements à base de légumes plutôt que de féculents. Donc on reste sur l'idée que les féculents c'est pas ouf, ça va faire grossir. Ouais, ça fait grossir. Mais c'est omniprésent, c'est ancré, c'est terrible, cette information, on s'en défait pas et même quand on en parle et qu'on explique, qu'on rationalise la gestion du poids, quels que soient les apports nutritionnels, ce que je constate, c'est qu'on n'oublie pas ce qu'on a appris. On peut apprendre des choses plus pertinentes et du coup apprendre à raisonner, réfléchir autrement, mais cette information ne s'en défait pas. Tu sais d'où ça vient d'ailleurs? Je crois de chez nous, chez les diètes. Putain, C'est-à-dire qu'à un moment donné, fallait faire des décodes caloriques et puis je pense qu'à un moment donné, chez les diététiciens, non, c'est chez ces techniciens de la ration alimentaire, appelons un chat. Brevet de technicien supérieur, BTS. Ouais. On a dû faire des coupes on a dû faire des tranches de calories à faire sauter des plateaux et puis il y avait des féculents d'assiette, il y avait le pain à côté, virons le pain. Voilà, puis je pense que ça a commencé comme ça, quand même sur des aliments absolument extraordinaires en réalité. Et bons en plus. Qu'est-ce que ça t'évoque ces trucs-là? Privilégier, limiter les apports caloriques sur ce mois de décembre, ça veut un peu dire en gros faire gaffe quoi, quelque part. Limiter, moi ça me fait penser à quand j'étais enfant. J'étais très bonbon. Il y avait pas de sucrerie chez moi, très peu. Donc je prenais mes petites pièges, j'allais à la boulangerie, je prenais des bonbons et puis je m'en cachais pas. Mais on me disait pas trop de bonbons, c'est pas bon pour les dents. Alors moi c'était les dents, on me parlait pas du poids. Mais du coup j'ai enregistré que ce qui était à limiter, c'est aussi ce qui était très bon. Donc dès que j'entends à limiter, je me dis il y a un truc sympa par là. C'est réflexe, la transgression. T'as envie de creuser quoi. Ouais, c'est vrai. Limiter quantité, limiter les fréquences et tout là. Beaucoup de règles quelque part en fait dans ces recommandations. Ouais, ça nous invite à réfléchir à ce qu'on va manger. Il va falloir limiter des choses, faire attention, et alors qu'on est dans un moment où on voudrait finalement s'oublier un petit peu. On y reviendra, s'oublier un petit peu. Pas. Quand je te dis comment passer les fêtes de fin d'année, qu'est-ce que ça dit de nous, ça? Qu'est-ce que ça dit de notre société qui se pose cette question-là et tous ces gens qui arrivent un peu, que ce soit en consultation ou sur les réseaux et tout ça? Comment bien passer les fêtes de fin d'année? Qu'est-ce que ça t'évoque? En premier lieu, que ça sous-entend que ça peut mal se passer. C'est qu'il y a un risque en fait. Qu'il faut un mode d'emploi pour bien les passer. Puis je crois que ces dernières années, on nous a appris à décorer nos appartements, on nous a appris à s'habiller, on nous a appris à être engagés, à être écolo. Voilà, on va nous apprendre à être des bons sujets de Noël maintenant. Puis ça fait un moment que ça dure. Ouais, comment bien passer les fêtes? Ça sous-entend vraiment qu'il y a un risque. Est-ce que le risque qu'il y a derrière ça, c'est pas un peu de grossir en fait? J'ai l'impression, non? Je crois que ça sous-tend, c'est un truc. Je crois que c'est le gros sujet, le poids pendant les vacances. Très belle expression. C'est le gros sujet. C'est le gros sujet. Ouais. Gros. Mais oui, c'est le gros sujet parce que, je sais que moi la semaine prochaine, qui est la dernière semaine d'ouverture de mon cabinet avant Noël, c'est blindé et tout le monde m'envoyait des messages. Est-ce que t'as une place? Parce que je pars dans ma famille la semaine d'après. Faut vraiment qu'on débriefe ensemble. Ça m'angoisse. Il y a de l'anxiété, il y a de l'angoisse. Enfin, il y a vraiment de l'enjeu sur cette période-là.
Alors que, je veux dire, si on regarde n'importe quel téléfilm de Noël, on a l'impression que c'est plutôt les retrouvailles, la réconciliation, le plaisir, l'abondance. La convivialité. Donc il y a un paradoxe, hein. Il y a vraiment ces contradictions qui cohabitent entre la magie de Noël et l'enjeu de Noël. Est-ce que ça sera aussi magique que ce qu'on veut? Finalement. Est-ce que ça devrait? Est-ce qu'il faut, j'ai envie de te dire, se préparer à ce marathon alimentaire des fêtes? Parce qu'on présente Noël comme une espèce comme un espèce de truc, une sorte de tunnel. Ah non, là, ça va être les fêtes et tout. Puis il y a les cadeaux, puis il y a tout ça. Mais il y a aussi ce marathon là de plusieurs repas. Et d'avant les repas, on nous offre des marrons glacés, des chocolats, etc. Du coup, on se dit, est-ce qu'il faut se préparer? C'est une bonne question. Alors, je vais être dans la nuance. Attention. Je vais être dans le oui et dans le non. Cindy est originaire de Normandie, non? En fait, il y a quelque chose que je dis souvent dans mes interventions publiques, c'est si Noël faisait vraiment grossir, moi j'aurais une baraque avec piscine au centre de Paris. Si Noël faisait grossir, on serait débordés de boulot, nous les diététiciens. Parce que Noël, c'est tous les ans pour 66 millions de personnes. Si on imagine que tout le monde fait Noël en France, La on sait que moulaga. c'est pas le cas, mais voilà, ça fait une proportion de personnes qui devraient grossir, qu'on retrouve pas dans nos cabinets. En fait, qu'est-ce qui se passe? Techniquement, si les gens se pèsent en fait à la sortie de Noël sur la balance, ils sont plus lourds. Mais à mi-janvier, ils sont moins lourds, ils sont revenus à leur poids. Donc tous les gens qui ne sont pas préoccupés par leur poids et qui ne se pèsent pas, ils se disent juste, tiens, c'est bizarre, je suis serré dans mon pantalon, et 15 jours après, ils se le disent plus, mais ils n'ont rien vu passer. À côté de ça, on rencontre des gens qui sont anxieux pour Noël, qui sont vigilants, qui se restreignent ou pas, qui n'arrivent pas, mais peut-être avec l'intention d'eux, qui, sortis de ce couloir de fête, se disent, bon, je me reprends, font attention, et en fait se retrouvent avec du poids en plus à la fin des fêtes, certainement en lien avec toutes ces restrictions, tous ces enjeux qui a complètement faussé cette régulation instinctive que les premiers groupes de personnes dont je parlais fait naturellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se font plaisir, ils ont moins faim après, ça se fait tout seul, un petit pic à l'épiphanie, ça se repose, week-end de ski. Puis en fait, toute l'année, ils font des va-et-vient entre des moments où ils mangent peut-être en excès et des moments où derrière, ils ont moins envie de manger et se régulent. Et ben, je crois que chez les personnes qui sont préoccupées par le poids, cette régulation très souvent ne se fait pas. Et alors oui, on peut préparer les fêtes. Mais les préparer, ça veut pas dire faire attention. C'est plutôt dans le travail que je fais avec les personnes que je rencontre, ce serait plutôt faire l'expérience de ces fêtes, autrement qu'en faisant attention. Ça reste un exercice, ça reste une préparation. On se dit tiens, je vais être devant une exposition alimentaire, je vais peut-être avoir plein de choses que j'aime manger que je retrouve pas tout le temps dans l'année, certainement pas en même temps. Je vais avoir les papilles qui sont excitées, etc. Et est-ce que j'ai le droit de tout goûter? Est-ce que je dois choisir? Et est-ce que finalement, le plaisir que je projette, je vais vraiment le retrouver dans ma bouche? Donc en fait, on a plein d'indicateurs à utiliser, à explorer. Et moi, j'aime bien, avec les personnes avec qui je travaille, donner des petites expériences à faire avant Noël pour se sentir plus à l'aise pendant les fêtes et finalement pouvoir se libérer de toutes ces cognitions. Et après, en janvier, on débrief. T'as en tête une expérience pratique, là, une sorte de truc à expérimenter? Oui, le buffet. Il y a pas mal de personnes que j'ai invitées ces derniers temps à aller manger dans un buffet à volonté pour se retrouver face à l'abondance, à l'exposition de choses qu'ils n'ont pas l'habitude de manger. Donc il y en a qui sont partis sur des brunchs, il y en a qui ont profité de séminaires, voilà. Et puis, ayant travaillé préalablement avec eux, la capacité de dégustation, la faim, le rassasiement, les sensations, les cognitions, voilà, toutes les interdits qui existaient et les sentiments de transgression qu'on a détricotés ensemble. Je les ai invités à aller sur des buffets à volonté et puis d'expérimenter, de manger tout ce qui leur faisait envie. Et ce qui fait beaucoup rire certains de mes patients, c'est quand je dis envie en bouche, pas dans la tête. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ma bouche? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est croquant? Est-ce que j'ai envie de passer à autre chose? Peut-être qu'on a envie de picorer dans tout ou manger vraiment d'un truc qu'on trouve extraordinaire.
Mais c'est de se laisser la place de découvrir ce qu'on va faire, plutôt que de... Par le sensoriel, plutôt. Ouais. Ce qui est pas toujours facile, c'est pour ça que je parle d'expérience. Je demande souvent aux gens, tu sais, est-ce qu'il vous est arrivé qu'on vous propose un truc et que vous n'en ayez pas envie? Quelque chose à manger, bien sûr. Hein. La réponse est souvent oui, c'est-à-dire que quasiment toutes les personnes que j'ai rencontrées, même si elles sont persuadées qu'elles pourraient manger toute la journée, qu'elles ont tout le temps faim, etc., sont capables de me dire, bah oui, la dernière fois, il y avait ça en entrée, j'en ai pas voulu, j'aime pas trop, ou j'en avais pas envie, j'en avais mangé le midi, je voulais pas en remanger. Et la question, c'est, comment vous le saviez que vous n'en aviez pas envie? Et alors là, la réponse est pas évidente à élaborer, mais elle est très intéressante, la réponse, parce qu'en fait, ça veut dire qu'à un moment donné, les gens ont des indicateurs qui leur disent qu'ils n'ont pas envie de manger quelque chose. Mais si on arrive à extraire ce mécanisme et à les inviter à le retrouver dans d'autres situations, et ben on va être plutôt dans l'écoute de voir qu'est-ce qui va se passer plutôt que dans le raisonnement de ce qu'on doit faire, de ce qu'il faut faire. Ouais. Ok. Tu parlais de régulation, là, il y a quelques minutes, et puis il y a des gens qui se régulent naturellement et tout, machin. Comment ça se régule, les repas? Vous avez 4 heures. Alors, on a des mécanismes de régulation de la prise alimentaire qui sont complexes, qui sont encore en cours d'étude. Bon, il y a des hormones, il y a de la neurobiologie avec les systèmes de récompense, mais globalement, enfin plutôt schématiquement que globalement, notre cerveau sait en temps réel ce qu'on est en train de manger. C'est-à-dire que cette histoire de il faut 20 minutes pour être rassasié, c'est pas faux, mais c'est pas les seuls indicateurs qu'on a. On a des infos qui arrivent plus tôt. On est des mangeurs discontinus, c'est-à-dire qu'on fait des prises alimentaires et après on reste plusieurs heures en fait en état de satiété, puis on retrouve la faim, puis ça nous annonce que finalement on va de nouveau remanger. Donc quand on mange, il y a un enjeu très important le corps doit prendre ce dont il a besoin pour récupérer de ses dépenses précédentes et préparer les heures à venir. Donc c'est pas du pifomètre. On n'a pas besoin de nous dire et de calculer qu'un diététicien nous dise il faut et des protéines et des... Le corps sait. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'on a des appétits spécifiques. Le centre du goût, de recherche sur le goût à Dijon, et il y a des travaux internationaux qui sont formidables sur le sujet, où on voit qu'on a des appétits spécifiques. Que selon les besoins, on peut avoir des envies de certains aliments qui correspondent à nos besoins. Ça veut dire que notre corps, qui serait en manque de certains nutriments, nous orienterait vers certains aliments qui comportent les nutriments dont on a besoin. Mais c'est exactement ça. Apparemment, on n'a pas découvert des appétits spécifiques pour tous les nutriments, mais pour les principaux et notamment les énergétiques. Et vitamine C, je crois qu'on n'a pas démontré. Et alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que ces appétits spécifiques, je donne souvent l'exemple, tu sais, des nouveau-nés, mais je crois qu'on est beaucoup de collègues à le faire, ces nouveau-nés qui s'autorégulent complètement. On n'a jamais vu une mère forcer un nourrisson à finir un biberon. Donc, tu veux finir ta portion, oui. Je te mets le sein direct, alors là, je comprends pas. Voilà. Non, c'est l'enfant, il se régule, il mange ce dont il a besoin, et puis quand il y a de nouveaux besoins, il hurle, on se dit ah tiens, je reconnais ce pleur-là, on y retourne. Et il gère tout seul. Sauf qu'à un moment donné, on passe à table, et là, c'est plus l'enfant qui gère, c'est les gens qui s'occupent de l'organisation des repas de l'enfant qui vont dire tu finis ton assiette, t'auras pas ton yaourt tant que t'as pas fini tes pâtes. Et là, on perd cette autonomie, cette gestion de nos appétits, de nos envies quantitatives, qualitatives, pour commencer à suivre des règles. Et c'est là où on perturbe la régulation. Mais elle se faisait dès le départ. Donc, comment elle se fait cette régulation? À coup d'évaluation de nos besoins énergétiques, à coup d'image sensorielle. Ce que j'appelle l'image sensorielle, c'est quand on mange, le cerveau fait alors ce sont mes mots, mais une espèce de cartographie de notre alimentation. Tel aliment a tel goût, a été pris dans tel contexte psycho-affectif et émotionnel, contient tel nutriment, etc. Il scanne. Eh oui, et on a un répertoire comme ça. Donc selon notre répertoire alimentaire, on aura des appétits spécifiques qui sont conditionnés par ce répertoire. Je veux dire, si on n'a jamais mangé de pain, quand on a besoin de glucides, on n'aura jamais envie de manger du pain. Mais quelqu'un qui a mangé beaucoup de pain, qui était content et qui l'a fait dans des conditions favorables, le jour où il a besoin de glucides, le cerveau, pain. Si le quinoa, on l'a pris en régime, il va jamais donner envie de quinoa, quoi. Pourquoi? Parce que au niveau nutritionnel, il va cocher la case, mais peut-être pas au niveau psycho-affectif ou émotionnel. Il y a vraiment tu veux dire que le comportement alimentaire, ce serait bien plus large que protéines, lipides, glucides? Je peux pas te laisser dire ça, Cindy. Bah ouais, j'ai bien envie de le dire. Je suis pas la première. Ouais.
Ah, ok, donc il y a un système de régulation, premier système de sensation alimentaire, si je te... Ouais, ok. Mais tout ça dans le prisme de cognition qui viennent brouiller tous ces indicateurs. Les cognitions, donc des pensées, quoi, hein, Ouais. notamment. Les pensées, par exemple, ça peut être la pensée selon laquelle, voilà, récemment, je crois que tu en avais parlé aussi il y a quelques semaines, j'ai regardé en préparant cet entretien, sur les gens attendent de moi que je mange. Voilà, c'est la pensée de la grosse, une patiente qui m'avait parlé de ça. Ça peut être aussi le fameux finis ton assiette. Hein. Je pense qu'il y a 90% des gens qui ont été élevés un peu comme ça. Faut pas gâcher, pense aux petits c'est rien. Je me suis décarcassé pour te faire ce plat. Oui, vous finissez, vous n'allez pas me laisser ça. Ouais, faut faire honneur au maître, à la maîtresse de maison. On te demande pas d'aimer, on te demande de finir. Hashtag ma sœur, bisous. C'est violent. C'est quand même 17 €. C'est quand même 17 € l'assiette et tout. On est au restaurant. Enfin, voilà, faut finir quand même et tout truc. Donc, il y a plein de situations dans lesquelles on se sent quand même obligé de manger. Voilà, parce qu'il faut. Mais bon, toi, tu le sais, je suis une jeune maman et je me découvre. Donc, j'étais diététicienne bien longtemps avant d'être maman. Et je prenais déjà la flexibilité, l'aspect du rassasiement, etc. Et moi, mon fils, quand il mange peu, mais c'est l'angoisse. C'est l'angoisse. J'aime le voir manger. Il mange jamais assez. Je lui refile des trucs entre les repas, quoi. Je trouve qu'il a pas assez mangé. T'es sûr que tu veux pas un petit? Alors bon, dans la flexibilité, je propose un Kinder. Je suis tout le temps en train de le gaver. Le gosse, on n'a pas envie. Alors bon, je prends du recul. Mais en fait, l'instinct, ça serait vraiment de le nourrir. Et ça me fait pareil avec l'homme qui partage ma vie. J'aime le voir manger. Donc, en plus, au-delà des règles de il faut finir, faut pas gaspiller, je crois qu'il y a aussi des enjeux affectifs. Je sais pas si ça le fait pour tout le monde, mais j'aime nourrir les gens que j'aime. Ça me rassure, ça me fait plaisir. Manière de faire circuler l'amour, quoi, aussi. Ouais, d'avoir, d'être présent, de contribuer à quelque chose. Ouais. Peut-être de créer du besoin aussi. Parce que je cuisine, c'est bon, donc on a besoin de moi. Cuisine et dépendance, c'est ça? Ouais, c'est complexe quand même, hein, comme problématique. Ok, donc les repas, ils se régulent avec les sensations alimentaires, en tout cas avec ça. On essaie de faire comme on peut avec les pensées qui nous arrivent et tout. Et puis il y a aussi le côté hédonique, plus épicurien, qui est lié aux envies de manger, qui peuvent être liées à des émotions ou qui peuvent être plus ou moins agréables ou à des stimuli d'odeurs sucrées, de pâtisserie, comme on a devant nous. Parce que je t'ai ramené un petit escargot à la pistache et un pain au chocolat à la banane. Ou une chocolatine à la banane pour les sudistes. Ouais, donc c'est une mécanique complexe, cette histoire de régulation, quoi. Ouais. Et on pourrait rajouter là-dessus, tu sais, les horaires, parce que je crois qu'il y a toute la régulation finalement endogène, vraiment biologique. Et puis, on est contraint par des horaires qui nous amènent à commencer à manger à un certain moment, à nous arrêter, à avoir un repas type devant nous quand on mange dans un self ou sur le pouce. Et tout ça sont aussi des facteurs qui interviennent dans cette régulation. T'avais publié un post il y a pas longtemps sur le comportement alimentaire. Qu'est-ce que c'est le comportement alimentaire? J'ai dit que c'était l'ensemble des raisonnements, des décisions et des comportements qui nous amenaient à être le mangeur qu'on est en fait. Les connaissances, voilà. C'est pas que l'acte de manger. Je crois que ce que je voulais dire, c'est que c'était aussi l'ensemble de toutes ces informations qui nous amènent à décider, à choisir. Dans le comportement alimentaire, là, ce matin, j'ai reçu une jeune femme dont la maman est mannequin. Dans son comportement alimentaire, il y a des règles du mannequinat. C'est-à-dire que elle applique des règles dont elle n'a pas besoin, qui sont issues de pensées dont elle a hérité et qui se retrouvent pas forcément dans son alimentation, mais c'est là. Ça contribue à son comportement. Ça fait partie du débat intérieur. Ouais, il n'y a pas que la bibliothèque des saveurs et le répertoire alimentaire. Hein. Il y a aussi l'éducation, la transmission, le culturel. Et ouais.
La société, l'identitaire. Les enjeux de force. Si je maigris, je donne raison à ma mère. Ça veut dire que toutes ces remarques qu'elle m'a fait depuis tout le temps, en fait, je suis d'accord avec elle. Il y a ça dans le comportement alimentaire. Dans ça, ouais. Il y a le je fais ça parce que derrière, il y a une prise de décision qui est parfois liée à quelque chose qui est totalement extra-alimentaire. Voilà, je me permets de faire une petite pause parce que la dernière fois, Duncan m'avait piqué justement ma pause, ma césure. Puis j'aime bien l'habitude de vous offrir une petite pause et là, j'ai pas trouvé de poème ou de poésie, alors j'aimerais vous lire un extrait d'un livre d'Ilios Kotsou, qui est docteur en psychologie et maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles. Un livre qui s'intitule « Éloge de la lucidité, se libérer des émotions qui empêchent d'être heureux ». Et c'est un passage qui est en lien avec cet épisode sur les fêtes de fin d'année, un passage sur nos pensées, avec lesquelles parfois on ne fait qu'un, parfois qui nous empêchent de vivre notre vie, de manger ou justement qui nous font manger trop aussi parfois. Si nous avons la croyance « je suis maladroit » ou « je suis anxieuse », nous pouvons pratiquer le détachement et observer « j'ai la pensée que je suis maladroit » ou « j'ai la pensée que je suis anxieuse » ou encore « j'observe la pensée, je suis maladroit ». J'observe la pensée qui raconte que je suis anxieuse. Voyez-vous la différence ? Reconnaître que ce sont des pensées crée déjà une distance, un premier pas pour se détacher de ces pensées qui auront alors moins d'influence sur nous. La question n'est pas de savoir si elles sont vraies ou fausses, mais de reconnaître leur nature d'objet conceptuel, de pensée. Ce sont des pensées et non qui nous sommes. Les histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes, si nous les prenons trop au sérieux, limitent notre vie dans ses petites et grandes dimensions. Pour Karine, c'était lié à la cuisine. J'ai toujours pensé que je ne savais pas cuisiner, au point d'y croire et d'y faire passer le message de façon tout à fait convaincante. La question piège à la maison, c'était « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» D'ailleurs, mes proches et mes amis ne venaient pas me voir pour bien manger, mais pour passer un bon moment. Après avoir pris conscience au cours d'un entraînement à la méditation du poids de mes pensées, je me suis inscrite à un cours de cuisine. Après la première séance, j'ai failli ne pas y retourner tant mes croyances anciennes étaient profondément ancrées. Je me disais que ce n'était vraiment pas pour moi. J'y suis pourtant allé et au fil du temps, j'ai changé mon approche et ma façon de faire les courses et de préparer les repas. Non seulement je suis consciente que mes pensées ne sont pas la réalité, entre parenthèses, on est tous capables de couper des légumes et de les faire cuire, fermez la parenthèse, mais en plus, je me rends compte à quel point de simples croyances ont pu porter atteinte à mon bien-être. Je découvre qu'une activité qui était empreinte d'énergie négative pour moi pendant plus de 20 ans me procure maintenant tant de plaisir. Cet exemple peut sembler léger, mais même le processus est évidemment à l'œuvre dans des contextes beaucoup plus dramatiques, quand un passé douloureux nous fait croire que nous sommes, entre guillemets, une mauvaise personne qui ne mérite pas d'être aimée, que nous sommes, entre guillemets, un drogué, entre guillemets, une dépendante affective. En fait, le mode du moi narratif est un peu notre mode de configuration par défaut. La plupart d'entre nous sont naturellement pris dans des vagabondages mentaux caractéristiques de cet état. Ce que nous raconte notre tête n'est pourtant pas la vie. Prendre de la distance par rapport à ce qu'elle nous raconte et être, en d'autres mots, moins englué dans le nombrilisme, nous permet d'aborder les situations de la vie avec plus de sagesse. Par sagesse, entendez cette qualité dotée de 3 composantes. La capacité à reconnaître que notre propre savoir est limité, la conscience que le monde change continuellement et le souci davantage porté au bien commun qu'à nos seuls intérêts. À l'inverse, le nombrilisme se définit par la rigidité de ses propres idées, un sentiment d'un monde immuable et une préoccupation essentiellement centrée sur soi. Une étude scientifique a montré qu'une chose aussi simple que changer de perspective, en s'imaginant par exemple témoin ou acteur d'une situation difficile, provoquait des réactions différentes en nous. La distanciation, créée en s'imaginant extérieure à la situation, rend les participants plus sages. Ils sont davantage susceptibles de reconnaître les limites de leur raisonnement.
Et cela favorise aussi la dialectique de la pensée, c'est-à-dire l'acceptation du caractère changeant du monde et des circonstances. En bref, en s'identifiant moins à une situation, notre raisonnement est moins conditionné par notre histoire et ses limitations, et donc aussi plus objectif. Bon, là j'ai sauté quelques pages parce que je voulais arriver au message central et essayer de pas trop vous prendre de temps. Si comme Karine et sa peur de la cuisine dont nous avons parlé plus haut, nous décidons de ne plus croire aux histoires que l'on se raconte depuis si longtemps, si nous ne sommes pas nos émotions, pensées et réactions qui sont changeantes et se modifient continuellement, alors qui pouvons-nous devenir ? Une fois que nous avons appris à prendre nos histoires moins au sérieux et à nous détacher des étiquettes dont on nous a affublés, nous sommes sur la bonne voie pour que se dégage une perspective plus fluide de notre propre expérience. Pour cela, nous aurons à apprendre à observer nos pensées, jugements, justifications, nos émotions et nos sensations comme elles se présentent au moment où elles surgissent et à les regarder évoluer d'instant en instant. Tout coule, dit le philosophe grec Héraclite, ce qui fait que l'on ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve. Intéressant. Cette manière d'observer son expérience en restant en contact avec le moment présent est pratiquée dans les approches de méditation dites de pleine conscience. Jean-Jacques Rousseau l'illustre très joliment dans Les rêveries du promeneur solitaire. Tout est dans un flux continuel sur la terre, rien n'y garde une forme constante et arrêtée, et nos affections qui s'attachent aux choses extérieures passent et changent nécessairement comme elles. La clé de l'apprentissage est de prendre conscience que nos expériences se modifient continuellement et que dès lors, nous ne sommes pas obligés de rester attachés à ces histoires et à des sensations anciennes. C'est ainsi que nous apprenons la flexibilité, puisqu'à tout moment, nous serons en mesure de différencier nos jugements et interprétations des observations sur le monde qui nous entoure. Cette manière de percevoir le monde nous ancre dans le présent et nous éloigne, nous libère du poids des jugements. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas juger ou qu'on ne jugera plus jamais. Le jugement est une fonction importante et parfois très utile du mental, mais réaliser la différence entre ce que l'on perçoit dans l'expérience du moment présent et tous les commentaires et jugements produits par notre tête nous permet de moins être le jouet de notre propre esprit. Pas mal ça. Moins être le jouet de notre propre esprit. Et parfois c'est cet esprit qui se joue de nous. Alors peut-être qu'on pourrait jouer avec lui. Ce serait déjà un petit pas vers une vie un peu plus flexible. C'est justement ça que je retiens de la fin de ces quelques lignes. La flexibilité en fait quelque part en donnant à nos pensées une place un petit peu plus juste, eh bien on la remet tranquillement à sa place pour que elle nous bouffe pas toute notre bande passante. Comme ça nous libère un peu plus d'espace pour qu'on puisse un peu sauter sur cet élastique, sauter sur un trampoline ou sauter sur son lit si on en a envie. En fait, se montrer un peu plus flexible déjà avec soi-même avant de l'être avec les autres. Voilà, je vais reprendre le cours de ma discussion avec Cindy Rojo et je vous dis à tout de suite. Est-ce que tous ces conseils qu'on entend à partir de fin novembre et tout sur bien passer les fêtes, limiter les cales, Ori, je crois qu'il y a 2-3 ans c'était encore les réveillons un peu plus healthy, un peu plus light, etc. Moi-même je suis sollicité parfois par certains médias pour donner des conseils de bien passer, alléger l'addition, etc. Alléger les recettes, toujours alléger. À bouffer de l'air bientôt. Je suis toujours partagé parce que t'as envie d'éduquer. Bien sûr, il y a une petite part d'ego où t'es content qu'on ait fait appel à toi et que tu vas apparaître dans les médias, blablabla. Ok. Au fur et à mesure, moi, je me dis, mais bon, en fait, je suis pas super d'accord de participer à ce genre de truc-là où en fait, on sous-tend l'idée que c'est pas super cool de manger sur ce mode-là et que c'est quand même un peu dangereux. Donc, faut quand même penser au moins pire, quand même alléger les choses. Et je crois que j'ai déjà refusé 5 interviews, je crois, en 6 mois là, qui prenaient ce parti-là justement d'avoir des trucs de limitation. Est-ce que tous ces conseils-là, en fait, c'est pas un peu une sorte de grossophobie un peu intériorisée? Écoute, je suis même pas sûre. Je crois tout simplement que c'est ce qui se vend. Beaucoup plus cynique que moi. Ah ouais, non mais à un moment donné,
Les médias, ils ont besoin d'être lus, d'être écoutés, d'être vus. Donc, ils font en sorte, c'est du BFM TV, quoi. Enfin, on vous embrasse. L'info qui fait réagir et voilà. Et à un moment donné, comme on sait que beaucoup de personnes, je crois, que c'est un peu le raisonnement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont préoccupées par le poids. Si d'un seul coup il y a un titre avec "On a une solution pour vous", hop, on va a vers une la solution à votre problème, quoi. Alors que je pense qu'on serait un grand paquet de professionnels de la nutrition à pouvoir dire que ces conseils-là sont c'est les conseils sur lesquels on est obligé d'apporter des réparations en consultation. Ils sont très nuisibles. On a démontré depuis les années 90, on parlait déjà des effets de la restriction sur la prise de poids. En 2010, l'ANSES a fait des travaux incroyables sur les régimes amaigrissants. Aujourd'hui, on pourrait presque faire le raccourci restriction fait grossir. Et ce qu'ils ont le plus, c'est les conseils pour se restreindre. Voilà. Fumez-tu. Tabac au coin de la rue. Enfin, c'est pas logique. Quand tu dis c'est ce qui se vend le plus, ça veut quand même dire que les gens ils y vont, les gens ils cliquent, les gens ils sont des acheteurs de ce genre de conseils en fait. Est-ce que ces conseils ils sont pas déjà à destination des gens qui sont déjà un petit peu en vulnérabilité sur leur poids et leur silhouette? Et bam, là-dessus, il y a les fêtes qui arrivent et qui se disent « Ah putain, mais j'ai toujours pas perdu les kilos que j'avais dit que je perdais en septembre avec mes bonnes résolutions. » Et là, quand même, ça serait quand même bien que je limite la casse, quoi. Donc ça peut faire du sens pour ces personnes. En tout cas, il y a une certaine logique là-dedans. Oui, il y a de la logique, c'est cohérent. Et j'ai envie de te dire que toutes ces personnes qui trouvent un intérêt, une solution et de la sécurité, c'est aussi parce que on leur fait croire que si elles sont dans la situation où elles sont, c'est leur faute et c'est pas la faute des pratiques alimentaires qui leur ont été proposées. J'ai entendu dire textuellement, le régime il marche bien, je n'ai pas su stabiliser. J'aimerais bien un jour qu'on m'explique c'est quoi une phase de stabilisation, parce que moi je sais pas ce que c'est. Une phase de stabilisation, c'est quand tu pourris la vie pour essayer de rester à ce que tu as maintenu. Ouais. Donc moi je sais pas faire ça. Donc je rencontre des gens qui pensent que le problème c'est pas le régime, il a super bien marché, j'ai perdu 24 kilos, j'en ai perdu 8 en 2 mois. Les gens sont très contents de l'effet du régime. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à conserver les bénéfices du régime. À aucun moment, les personnes que je rencontre avant de les rencontrer n'ont remis en question le régime. À part quand elles viennent parce qu'elles savent que je fais du comportement, qu'elles m'ont un peu pisté ou venues sur Reco. Des personnes qui arrivent, voilà, parce que elles ont vu mon adresse, j'étais pas loin de leur boulot ou de chez elles. Quand elles arrivent, elles veulent un autre régime. C'est que celui d'avant était peut-être pas celui qui leur correspondait le mieux. À aucun moment, elles remettent en question le fait que se restreindre pour atteindre un poids, pour ensuite retrouver une alimentation qui permettrait de stabiliser, cette méthodologie-là n'est jamais remise en question. Donc, je pense que tu as raison, on les rend vulnérables en les responsabilisant de leur situation. Bon, c'est sûr que c'est pas de la faute du voisin, mais est-ce que c'est de notre faute? Le poids, est-ce que c'est vraiment une question de volonté et de rigueur? Pas sûr, quoi. Non. En fait, moi, ce qui me gêne avec tout ça, c'est que les personnes sont jamais gagnantes. C'est-à-dire, si elles réussissent, c'est grâce au régime ou grâce au thérapeute qui prodigue ce genre de conseils. Et si elles foirent, c'est à cause d'elles. Parce qu'elles n'ont pas de volonté, parce qu'elles n'ont pas su tenir, parce qu'elles n'ont pas su maintenir cette fameuse stabilisation qui n'est jamais obtenue, en fait. Et donc, en fait, elles sont jamais gagnantes. C'est soit à cause d'elles ou grâce à un truc qui vient de l'extérieur, en fait. Donc, il n'y a jamais un truc genre, j'ai pu y arriver, moi, j'ai pu faire le truc, moi, en fait. Ça dure tellement peu de temps. Il y a tellement d'énergie, ça coûte tellement. Ouais, ce qu'on peut faire pour ces personnes, c'est peut-être les inviter à être observatrices et à développer cette capacité, justement, d'auto-observation. Tiens, ok, vous avez suivi un régime et tout, coût-bénéfice. Comment ça s'est passé pour vous? Répertoire alimentaire, bibliothèque alimentaire, plaisir, olfactif, visuel, gustatif, qualité du lien avec vous-même, avec les autres et tout. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a rapporté à part vos moins 24 kilos? Mais oui. Et les plus 27 qui ont été repris. C'est ça. On peut en parler.
Tu sais, ce matin, j'ai reçu une dame qui me disait, on a 6-7 rendez-vous derrière nous. Ouais, donc ça fait bien 3 mois qu'on bosse ensemble. Et elle me dit, je mange moins. Je mange moins. Elle entame tout juste une perte de poids. Elle est très insidieuse. Elle est là, mais elle arrive tout doucement. Et elle me dit, mais je me sens plus légère. J'ai l'impression d'avoir maigri. Mais tous les jours, je me dis que je vais grossir. Et je dis, mais pourquoi d'où vient cette pensée? Elle me dit, je mange des choses que normalement je m'interdis pour maigrir. Donc dans ma tête, c'est j'ai mangé une raclette, donc je vais grossir. Pourtant, j'ai mangé cette raclette, je me suis régalée, je me suis arrêtée plus tôt, sans frustration, parce que j'en avais plus envie. On m'a proposé un baba au rhum en dessert, j'en voulais pas, alors qu'avant je l'aurais mangé. Je mange moins, mais parce que c'était une raclette, dans ma tête, il y a eu le raccourci raclette fait grossir. Et en fait, là, on est face à des années d'ancrage de oui, c'est sûr que si vous mangez des raclettes tous les jours, faut pas s'étonner de c'est hyper difficile de déconstruire ça derrière. Tu voudrais dire presque la peur de grossir, si je vais dans ton raisonnement, la peur de grossir est un stresseur en soi qui peut faire grossir, en fait. Enfin, qui peut faire manger, pardon, beau lapsus. Oui, qui peut faire manger ou pas, mais en tout cas qui va modifier notre manière de manger. Ça va avoir un impact sur notre manière de manger. Et là, même si on travaille du coup à la manger selon un peu les concepts qu'on essaye d'élaborer ensemble, donc elle n'a pas écouté sa pensée, mais la pensée est présente. Donc elle ne réagit pas à sa pensée, ça ne lui fait rien faire, elle reste sur les principes qu'on bosse ensemble, mais la pensée est là. Donc il y a du doute, il y a de l'ambivalence. Donc d'un seul coup, elle fait quelque chose pour lequel elle n'est pas en pleine adéquation. Donc ça fait des va-et-vient comme ça, je le fais, mais je suis pas sûre. Et ce que ça a généré pour cette personne, c'est qu'autour d'elle, maintenant que elle a dit à plusieurs personnes qu'elle voyait une diète, tout le monde lui dit, alors tu perds du poids, alors tu perds du poids. Elle dit, non, je perds pas de poids. Et en fait, elle se retrouve à défendre le travail qu'on fait, alors qu'elle-même, elle a des doutes dessus. Et du coup, elle est pas bien, parce qu'elle me dit, mais moi, j'essaye d'expliquer à tout le monde. Et elle a même pas la place auprès de ses proches de dire, mais je fais ça, mais j'ai toujours pas perdu de poids, j'ai des doutes. En fait, c'est aussi les autres qui l'amènent dans une position d'ambivalence, en fait, dans le devoir de se justifier de bon, je perds peut-être un peu de poids ou pas, ou je stagne, etc. Mais je trouve du sens dans ce que je fais, quoi, là. Comment je mange, quoi. Donc il y a des doutes dans la tête, il y a des doutes sur le suivi, il y a une grosse ambivalence, et puis dans la relation à l'autre, l'exposition du corps, parce que quand on voit les autres, on se montre. Donc il y a cette exposition, donc quand on est avec ses proches et qu'ils savent qu'on est en train de perdre du poids, on va revenir là-dessus. Et du coup, c'est très complexe pour elle de se débarrasser de ses pensées alors que les résultats sont pas là, qu'on lui fait remarquer à l'extérieur, qu'elle a toutes ses pensées. Et imagine la motivation qu'il faut pour, malgré tout cela, tout cet environnement, se dire non, allez, j'essaye quand même. J'essaye quand même de faire autrement et de pas écouter, de pas revenir à ce que je faisais avant, c'est-à-dire m'interdire de manger, revenir sur des fréquences raisonnables, etc. Quelque part, enfin, dans ce que je comprends, arrête-moi si je me trompe, mais cette personne, elle est en train de se rendre compte que elle a cette pensée, qu'elle ne laisse plus cette pensée diriger totalement sa vie et ses comportements, mais que elle essaye de lui donner une place adaptée. Alors ça va, ça vient, il y a des ambiguïtés, passé, présente, peut-être future et tout, mais elle essaie de lui donner à défaut de la supprimer et de l'éviter, une place un peu plus juste. Oui. Et tu vois, en consultation, en face à face, on fait ce travail-là. Et en fait, quand elle est à l'extérieur, ses doutes, c'est les autres qui les portent. Elle est obligée de jouer mon rôle à moi, de diététicien, de démontrer pourquoi ce qu'elle fait, c'est intéressant. Alors que c'est pas censé être sa posture, elle devrait pouvoir garder sa posture même à l'extérieur. Et je crois que tout ça, c'est aussi nourri parce que, y a tellement de gens qui sont conditionnés par tous ces articles, sur la période de fête, etc., que il y a presque un avis commun en fait, et que quand toi tu te remets en question pour changer les choses, et de toute façon à l'extérieur on te ramène à ce que tu faisais avant en disant mais si, mais c'est comme ça qu'on fait.
Quand les gens, ils ont des interrogations et des doutes et qu'ils se disent, ok, donc les fêtes, c'est pas censé nous faire grossir. Excusez-moi, moi je suis désolé, je grossis, je prends des marrons au chocolat, je prends des marrons glacés, je prends des chocolats, je prends des marrons au chocolat, pourquoi pas, de la dinde, de la bûche, du truc, des vins sucrés. En fait, si, c'est ce qui se passe. Moi, à chaque fois, je prends du poids pendant les fêtes et tout. Et comment tu réagis à ça, toi? En consultation, je vais amener de la rationalisation. C'est-à-dire, donc vous pensez que ces aliments-là contribuent à la prise de poids. Et là, je vais revenir sur les systèmes de régulation, sur comment on grossit. Je pense que tout le monde veut perdre du poids, tout le monde veut comprendre comment on perd du poids. On devrait d'abord comprendre comment on en a pris. Et finalement, quand je discute avec les personnes que je rencontre, oui, elles peuvent prendre du poids à Noël, aux périodes de fête, mais c'est pas les seuls moments où elles en prennent. Et puis, avec des tiers croisés, on arrive à retrouver des moments où, ouais, c'est vrai que là, pendant les vacances, on faisait plein d'apéros, etc. Et finalement, j'ai pas pris de poids. Donc, il y a toujours des situations qui viennent remettre en question ces croyances. Et puis, on peut faire des comparaisons d'aliments qui sont très intéressantes. Là, j'ai récupéré sur Instagram une recette de salade healthy au possible, avec du tofu, des graines, de la mâche. Il y avait des fruits, c'est quoi, un truc. Tu te dis, je mange ça, je me fais du bien, quoi. Je me fais du bien et je mincis. Bon, tu prenais une assiette de 350 grammes de pâtes carbo à côté, c'était aussi calorique. Donc une belle assiette de pâtes carbo, 350 grammes quand même. Bon, est-ce qu'on avait envie de manger du tofu et des graines ou des pâtes carbo? C'est la question. On peut avoir envie des deux, soit l'un, soit l'autre. Mais de croire qu'il y en a un qui fait maigrir et que l'autre fait grossir, en fait, c'est une erreur de raisonnement. Et quand tu le poses sur table, sur le papier, tu montes les chiffres, etc., à la fois on veut fuir les chiffres, mais en même temps, des fois, les utiliser, ça fait relativiser. Pour une fois qu'on peut se servir des chiffres à bon escient. Même si c'est vrai que sur certains profils, effectivement, c'est une notion calorie in, calorie out. Ça peut aussi, c'est hors manque de sommeil, hors cycle menstruel, hors perturbation hormonale, thyroïdienne, etc. On ne simplifie pas l'acte de manger à juste le déficit calorique, sinon on saurait tous faire. Voilà. Bien sûr. Juste moins 100 calories par jour et puis voilà, ça serait réglé. Tu avais posé une question, je sais plus si c'était en story. Tu avais demandé, est-ce que vous êtes OK à l'idée de prendre plusieurs kilos? Ça, c'est un truc où tu as dû avoir des réactions incroyables. Bon, j'ai un petit compte sur les réseaux, je suis pas très présente, donc j'ai beaucoup de professionnels parmi les gens qui me suivent, mais aussi pas mal de patients et de potentielles personnes qui pourraient venir consulter. Plus de 80% des personnes ont répondu que non, elles n'étaient pas prêtes à prendre du poids. On parlait de quelques kilos, on parlait pas de prendre 20 kilos, mais de prendre 3-4 kilos comme ça, sans s'en préoccuper, en se disant ouais, c'est ok, je me sens toujours bien dans mon corps. Plus de 80% des gens ont dit non, c'est pas ok. Parmi ces personnes, puisque je suis allée au cas par cas regarder les profils des gens qui avaient répondu, ce qu'ils faisaient, et puis notamment pour les collègues, ce qu'ils prenaient comme approche diététique. Bon, il y a des gens qui disent oh, on s'en fout du poids, non à la grossophobie, etc. Mais ce sont des gens qui sont pas prêts à grossir. Et moi, ça m'a posé une vraie question, et c'est pour ça que je l'ai posée, parce que j'envisage de faire un live sur le sujet. Moi, je suis pas à l'aise avec l'idée de prendre du poids. J'en prends, j'ai une fourchette de poids qui est assez large dans laquelle je me balade, mais je sais quand même que là où je me préfère, c'est pas forcément en haut de la fourchette. Alors pourquoi? Des dictates, ok, très bien. J'étais conditionnée, pas de souci. Comme à peu près 100% des gens, on a tous des conditionnements. Est-ce que je peux, du coup, en consultation, dire aux gens, mais on s'en fout. Non à la grossophobie, à l'acceptation du corps. Quand je vois sur Instagram notamment, parce qu'il y a beaucoup d'images, des gens qui me disent voilà mon corps d'après grossesse, et qu'on voit un petit bidon qui pendouille, alors que j'ai des patients qui font 180 kilos. Enfin, je veux dire, c'est comme avoir un bouton sur le front en étant Miss Monde et dire je suis défigurée. Ça n'a aucun sens pour moi. Ça n'a aucun sens. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura envie de ce corps-là. Qui pour lui, c'est moi, déjà j'aimerais génial. bien avoir ce petit truc qui pendouille juste. Donc, je trouve que c'est un peu touchy, cette grossophobie, parce que évidemment, attention, l'inclusivité, comme la grossophobie, je pense que c'était important d'en parler. Mais je trouve que le mouvement du 100% anti-grossophobie,
c'est une hypocrisie, parce que les gens qui portent ce mouvement, parfois n'ont pas envie de grossir, parfois ont envie de maigrir. Et je reçois des patientes qui sont à fond dans ce mouvement et qui me disent, mais si j'ai toujours envie de maigrir, est-ce que qu'est-ce que je fais de mon réseau, de ma communauté que je porte? De mon engagement, quoi. Si demain je ne suis plus grosse, qu'est-ce que je fais de mon engagement? Est-ce que je suis toujours légitime dans le fait d'inclure les gens en surpoids, en obésité, etc. Alors que moi-même je lutte. Et je crois que c'est là où c'est important d'être dans la nuance et de se dire que on peut très bien être inclusif et se dire non à la grossophobie tout en ayant envie de maigrir. Et je trouve qu'on retrouve pas ce truc. C'est comme dans le body positive, on peut apprendre à aimer son corps sans pour autant s'interdire de maigrir. On sera pas plus beau, on sera peut-être mieux parce qu'on en avait besoin et c'est pas une question. Enfin, tout ça me dérange un peu. C'est utile et en même temps, je trouve que c'est très mal utilisé. Peut-être que peut-être que le temps fera son affaire. En tout cas, avec un peu de temps et de tâtonnement, hein, c'est un peu comme tout. Il y a beaucoup de choses où on va un peu dans un truc, un peu une forme. Quand on pousse un petit peu des coudes, et ben on conquiert un nouvel espace dans l'espace public, public de l'expression et du visuel aussi. Et puis peut-être qu'on reviendra à une forme de nuance. Je crois que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et tu avais fait un live il y a quelques temps avec Elodie qui est art thérapeute, c'est ça? Ouais. Et sur le thème de la nuance, sur l'importance de garder la nuance. Peut-être qu'on peut aussi refaire circuler cette nuance dans les fêtes de fin d'année, quoi. Parce qu'effectivement, Noël, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est pas sûr qu'on prenne du poids à vie, sinon on serait peut-être tous en obésité morbide depuis le temps qu'on vit. C'est pas si sûr que c'est la dinde qui nous fera grossir ou la bûche à elle seule qui nous fera grossir ou que c'est l'addition de tout ça. C'est même d'ailleurs pas sûr qu'on grossisse vraiment. À chaque fois, moi je perds du poids à Noël, je me dis putain, je suis pas foutu pareil, c'est pas normal. En plus, en off, en tout début de cet épisode, il me disait mais si je souhaite quelque chose aux gens, ça serait un petit peu de s'écarter des traditions. Oui, parce que je crois qu'il y a une grosse pression à Noël. Comme je te disais, on a envie que ce soit féerique, on a envie que ce soit magique, on a envie de bien s'entendre avec sa famille, on a envie de vivre quelque chose de fort. Et du coup, ça met la pression parce qu'on est face à tous les obstacles qui font que peut-être que ça va pas se passer comme ça. Parce que nous, on veut maigrir, parce que nous, on a un problème alimentaire et que notre tante va nous dire qu'elle est comme nous, comme tous les ans, alors que ça n'a rien à voir, que on va regarder ce qu'on mange. Enfin, il y a tout un tas d'obstacles qui nous empêchent, pour certains, de vivre ça de manière féerique. Et si, en fait, on avait un petit peu moins d'attentes, l'idée, c'est pas d'arrêter de faire Noël, mais c'est peut-être de le faire avec spontanéité, enfin, Noël ou d'ailleurs autre fête du moment, mais d'être dans quelque chose où on sait pas vraiment à quoi s'attendre et d'attendre de voir. Tu vois, j'ai des phrases qui sont vraiment revenues fortes ces 15 derniers jours. Mais je vais plus avoir d'intimité parce qu'on se retrouve tous dans la maison de famille. On va, je vais retrouver ma tante qui tous les ans me dit que elle aussi elle a des troubles alimentaires alors qu'elle mange un paquet de gâteaux entiers en rentrant du boulot et que moi ça fait 10 ans que je suis anorexique et boulimique, qu'elle comprend rien, que notre corps est exposé, qu'on va se retrouver beaucoup autour d'une table, donc on va être plus serré que d'habitude et moi je prends de la place. Je suis pas bien, je me sens étriquée. Il y a plein de choses qui font que du coup, ça semble pas si magique que ça. Alors que si finalement on se prenait un petit peu moins la tête sur nos attentes, si on savait pas à quoi s'attendre pour Noël, on y va puis on voit. Il y avait ça qui était relou, ça c'était pénible. Alors ma tante m'a encore gonflé, mais bon voilà. On va pouvoir se concentrer sur d'autres choses et je trouve que la tradition des fois, elle met la pression. On peut s'autoriser donc à faire un petit pas de côté, à soit ne pas fêter Noël, soit le fêter autrement, soit s'approprier les trucs qui nous vont plutôt bien, ou soit se dire y aller en mode comme devant ce buffet là, en mode exploration, observation. Tiens, je me trouve face à un buffet, ça peut bien se passer, ça peut se passer autrement. Et puis se laisser la place de pas faire les fêtes si on n'en a pas envie aussi. Dans le domaine extra-alimentaire, ça peut être éprouvant de se retrouver dans des périodes de fête. Quand on n'a pas vu sa famille depuis longtemps et qu'on a bougé physiquement, on peut appréhender la surprise dans le regard des autres.
ça peut nous rappeler des bons, des mauvais souvenirs et nous connecter à une époque dont on n'a pas envie de se rappeler. Et puis, je me souviens d'une personne avec qui j'ai travaillé il y a quelques années, qui est revenue hier au cabinet, après être allée voir d'autres personnes pour travailler sur son alimentation. Et quand on travaillait ensemble, c'est une personne qui est sortie de sa famille et qui était élevée par d'autres personnes. Et donc, elle se sent éternellement redevable de cette famille qui l'a accueillie adolescente. Et tous les ans, ils l'attendent pour Noël et elle y va. Elle ne peut pas ne pas être présente. Ils l'ont élevée comme ça, sans rien demander en retour. Donc, elle est là. Et c'était une pression énorme. Parce qu'elle allait pas bien à l'époque. Elle avait pas envie d'être en période de fête. Elle avait pas envie d'être dans l'abondance alimentaire. C'était hyper douloureux, mais elle devait y aller. Elle avait ce devoir d'être là. Et là, je la retrouve 3 ans plus tard et je lui dis, elle est venue pour la première fois hier. Hein. Donc, je lui dis, c'est les fêtes dans une quinzaine de jours. Vous allez où cette année? Et elle m'a répondu avec un grand sourire, je reste chez moi. Waouh. Quel chemin. Ouais. Ça veut pas dire qu'elle ne va plus voir sa famille. Elle ne va pas les voir à ce moment-là parce que c'est douloureux pour elle. Et si c'est ce qu'il y a de plus juste, ça devrait pas être un truc de fou d'être seule pour Noël. Il y a des gens qui apprécient y échapper. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour clore cette conversation, cette discussion sur les fêtes de Noël, hein. Vous avez bien compris que c'était pas un vade-mecum de tous les trucs qui fonctionnent entre guillemets, hein. La fameuse cuillère d'huile avant un dîner arrosé, les huiles essentielles pour protéger son foie, jeûner le lendemain, faire du sport intense avant et du sport moyennement intense après. Oh là là, on n'était pas du tout là-dedans, c'était bien aussi. Mais voilà, est-ce que tu as un truc qui te tient à cœur, on a vu un conseil ou autre? J'aimerais conseiller de réfléchir en amont de cette période, avant d'y aller, à quoi ça ressemblerait un super moment dans ce contexte-là. Et ensuite tenter de s'en approcher. Bel exo. Et d'essayer de trouver des marrons au chocolat, du coup. Parce que ça me trotte dans la tête maintenant. Les marrons glacés en enrobés de chocolat. J'avoue, ouais. Marron glacé en enrobé de chocolat, ouais, pas mal, ouais. Bel exercice d'invitation à développer son pouvoir de l'intention, quoi. En fait, finalement, c'est vrai que si on souhaite toujours un truc pas cool ou que ça se passe pas très bien, ça a plus de chances de se passer pas super bien, cette affaire. Donc, ouais, se souhaiter du bien, du beau. Super, merci à toi Cindy. Merci à toi Charles de m'avoir invité. Pour cette discussion. Si on veut te retrouver sur les réseaux, ton compte Instagram, c'est ça? T'es plutôt sur Instagram, donc c'est Cindy? Oui, Cindy Rojo. Alors t'appelles ça comment Cindy? Le I d'abord? Sacré prénom, hein. Ça sera toujours un sujet. CINDY. Ok, le I d'abord, ok. Eh bien, merci à toi. Et puis, moi, je vous retrouve l'année prochaine. Je vous souhaite un bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire. Si vous avez appris une chose dans cet épisode, si vous avez appris au moins une chose dans cet épisode, le meilleur moyen de m'aider, c'est de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, mais surtout d'en parler autour de vous.